Bonjour, je voudrais savoir par rapport aux suites possibles pour les poursuites en fait. Donc moi, tu sais, j'ai des fractures suite à des violences policières, donc des CRS. Et là, je suis en train de recevoir le rapport des pompiers qui donc est mensonger, sur lequel je comptais baser ma plainte. Sauf en fait, il est complètement mensonger. Donc les CRS ont disparu, ils étaient 100, et là, il n'y en a plus en fait. Et moi, c'est juste une chute sur le trottoir et j'arrive pas à obtenir... j'arrive pas à obtenir mieux et je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça en termes de plainte. Voilà. Ouais, les plaintes, c'est très difficile contre la police. Tous les gens qui vont expérimenter un jour la plainte vont se rendre compte de ce que signifie l'impunité policière. C'est extrêmement difficile de porter plainte contre la police. Pas de porter plainte, mais de voir la plainte aboutir. En fait. Il y a souvent des non-lieux, c'est classé sans suite. Les enquêtes traînent, ça dure, on auditionne des témoins. Absolument, il y a un stop juridique. On va faire renoncer à porter plainte, ce qui est arrivé là récemment sur une jeune femme qui a pris un tir de flashball dans le nez à Nation il y a 2 semaines et qui du coup a une fracture du nez assez moche et qui elle est allée à l'IGPN toute seule. Et à l'IGPN, ils lui ont dit ah non, mais vous êtes sûr de vouloir porter plainte? Vous êtes sûr que c'est pas un manifestant qui vous a envoyé un truc dans le nez? Et dans le doute, la personne a renoncé à porter plainte, mais du coup, elle y est retournée le lendemain avec une avocate parce que des gens lui avaient dit ah si, tu vas y aller parce que là, je sais plus combien il y avait de jours d'ITT, mais c'était énorme et ça valait vraiment le coup de porter plainte parce que dans ces cas-là, il faut demander des indemnités. Le dommage est tellement important que ça... Et puis même, c'est re-questionner toujours l'usage des armes et re-questionner les usages policiers en fait. Et concrètement, sur les c'est la police de police. Il y a la plainte à l'IGPN qui est assez compliquée parce qu'elle oblige les gens à rencontrer des policiers pour porter plainte contre des policiers en fait. Et généralement c'est très désagréable, on n'est pas très bien reçu, on est intimidé et dans certains cas même, dans le cas de violences policières, il arrive même qu'ils confrontent les victimes à leurs agresseurs. Donc ce qui n'est pas non plus évident dans un bureau tout seul face à ses agresseurs en fait. Et donc ces procédures-là, comment ça se passe? Généralement, on se présente à l'IGPN qui nous fait, et il y a une plainte initiale à l'IGPN qui nous renvoie vers l'Hôtel-Dieu, enfin les UMJ, les urgences médico-légales, et à l'issue seulement de ce constat médical, on peut nourrir la plainte en fait. Et le problème, c'est que souvent, on ne peut pas avoir de constat médical sur le moment quand les blessures résultent de violences policières. Les dossiers médicaux sont extrêmement légers en fait. Les gens qui reviennent de manifestations sont déjà discriminés à l'hôpital même. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, dans les dernières semaines, il n'y avait pas de dossier médical. Il a disparu, il n'existe pas. On voit que les vêtements avec les taches de sang ou qui pourraient prouver les brûlures, etc., ont été jetés à poubelle, ont disparu. Ou les gens se font arrêter à l'hôpital, ce qui est encore pire. Ça arrive que les policiers arrivent pour arrêter la personne parce qu'on considère que comme elle a été blessée, elle a participé à des affrontements. Donc elle est responsable des affrontements, sinon elle n'aurait pas été blessée en fait. Et donc il y a des gens qui sont arrêtés à l'hôpital même. Et du coup, sur le cas que tu décris, il y a l'IGPN et puis il y a d'autres procédures. Par exemple, sur les gens qui sont blessés par les armes de la police, il y a la procédure pénale qui met en cause l'auteur du tir et il y a la procédure administrative. Et donc ça, c'est intéressant. Ça vaut le coup de faire des fois la procédure administrative parce que ça met en cause l'autorité qui a ordonné l'opération, qui a supervisé, ordonné l'opération, et ça peut faire condamner jusqu'au préfet en fait. Dans certains cas, ça est obligé, et les gens, à défaut d'avoir la condamnation de l'auteur du dommage, ont une condamnation de l'État à verser des indemnités. Et pourquoi ça a un intérêt? Parce que si après on fait une plainte pénale, si au civil ça a été déjà reconnu le dommage au civil, c'est plus facile de porter la plainte au pénal. Donc ça vaut le coup dans des cas de blessures assez graves. C'est des procédures assez lourdes et longues, mais ça vaut le coup d'aller à l'administratif et ensuite au pénal. Et de nourrir la plainte pénale avec la plainte administrative. Et
Et puis il y a une troisième procédure qui est celle de la plainte collective. Et ça, c'est un peu ce qu'on est en train de porter en ce moment, et c'est pour ça qu'on demande beaucoup de témoignages de gens blessés sur les manifestations ces dernières semaines. C'est la plainte devant le défenseur des droits. Donc la saisine du défenseur des droits, c'est pas une plainte, c'est une saisine. Et la saisine du défenseur des droits, c'est une collecte de témoignages, et elle peut être mise en œuvre sur pas mal de choses en fait, sur les violences vis-à-vis des migrants, sur la violence vis-à-vis, enfin, dans un certain nombre de cas, on peut mettre en œuvre cette saisine-là. Le défenseur des droits, c'est l'ancien comité de déontologie de la police nationale, et le défenseur des droits, il va se saisir ou pas de l'affaire. Généralement, il se saisit. Il va rendre un avis. Et pourquoi cette procédure est intéressante? Parce qu'elle n'oblige pas les gens qui portent plainte, qui se plaignent, d'être confrontés à leurs agresseurs ou d'avoir une enquête contradictoire. Parce que c'est vachement difficile d'avoir une enquête contradictoire. On va mettre constamment en doute notre version des faits. Là, c'est des témoignages bruts, c'est mis bout à bout. Et l'ensemble des témoignages, par exemple, si on en cumule 30 blessures avec la description, avec les témoins, les pièces... alors, le défenseur des droits va demander des pièces complémentaires, mais ne va pas demander des confrontations, ne va pas remettre en doute la version initiale. En fait. Il va juste demander des pièces complémentaires qui prouvent cette version-là. Donc ça, c'est une procédure qui peut être plus intéressante, et à la fin, elle rend un avis. Ça n'a absolument pas valeur de sanction. Mais pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que, et d'une, quand ces dossiers-là, comme il y en a un qui a été posé à Calais, généralement c'est très remarqué médiatiquement, donc ça fait un point d'enfer, et d'une certaine façon c'est déjà une forme de contestation de l'autorité policière ou de l'impunité policière, et par ailleurs la saisine peut aboutir effectivement à des fortes recommandations qui peuvent amener à des actions après législatives sur l'interdiction d'une arme, comme la grenade offensive sur Rémi Fraisse. Voilà. Donc il y a différentes plaintes, mais concrètement les plaintes c'est très difficile contre la police. Et c'est vachement laborieux, c'est un vrai parcours du combattant. Et on est constamment mis en doute sur nos versions et rejetés dans nos démarches. Et le pire, c'est les victimes de ce qu'on appelle les crimes policiers, c'est des gens qui ont été étouffés dans un fourgon en route, ou qui ont eu un accident dans la cellule, des choses comme ça. Il y en a malheureusement beaucoup trop. Et ces affaires-là n'ont jamais abouti en fait. Il n'y a aucune de ces affaires-là qui aboutit à une condamnation. Aucune. Et pourtant, il y en a 30, 40 comme ça, qui traînent depuis des années, qui peuvent durer 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est comme l'affaire de Ziad Ebouna, il n'y a pas de condamnation. Il y a des non-lieux successifs, les enquêtes sont ouvertes, elles sont refermées, elles sont ouvertes, elles sont refermées. Et ça n'aboutit pas. L'État ne se juge jamais responsable dans ces cas-là. Et c'est vraiment dramatique. Ça contribue totalement à l'impunité policière. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais il y a la Amnesty International qui a rendu un rapport sur la police française, et on est jugé comme une des pires polices au monde. Mais c'était juste pour une petite précision. Après, malheureusement, il y en a des pires, mais, c'est vrai qu'elle est pas mal, mais dans son genre, mais ouais. Après, il y a plusieurs rapports. Il y a un rapport de la CAT qui est sorti aussi sur la question des maintiens de l'ordre en France. Il y avait 80 témoignages qui ont été compilés. Là, récemment, c'est sorti il y a 2-3 mois, en fait. Il y a eu plusieurs rapports et même de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a régulièrement des remarques, des choses qui taclent la France sur le maintien de l'ordre. J'avais une question, je me demande si quand quelqu'un veut rentrer dans la police pour défendre leurs veuves et l'orphelin, quelles sont les modalités de contrôle psychologique sur les gens qui se prétendent investis d'une mission protectrice, parce qu'il doit sûrement y avoir autant de psychopathes chez eux que dans la population en général. Et quand tu parlais des policiers qui menacent les gens de leur remettre un coup dans l'autre œil ou quoi, quand tu as une ligne de CRS, moi mon époque c'était plus celle des grenades lacrymo et des fameux tirs tendus, et il n'y avait pas 36 000 personnes qui avaient ce genre d'instrument dans une ligne de CRS à l'époque. Et je me souviens d'une manifestation pour la loi de Baquet sur l'espérance des invalides,
où j'ai évité de justesse, un tir tendu, et dans la même manif, il y a un autre type qui a perdu son œil, quoi. Et c'est là où ça change ton rapport à la vie, tu te dis ça aurait pu être moi, et c'est horrible à dire, mais j'ai eu de la chance. Et il y a sans doute des psychopathes chez ces gens-là, quoi. Et que, voilà. Ça m'amène sur un truc, du coup on déborde un peu du sujet, mais concrètement il y a à répétition des gens qui sont condamnés pas tout jeune, monsieur. Notamment. Et ce qui amène vraiment, récemment la Cour des comptes a taclé la police nationale sur le nombre d'outrages qui est cumulé que certains policiers étaient capables de déclarer dans l'année. Par exemple, il y a un policier à Rennes qui a porté plainte pour 24 outrages dans la même année, en fait. En sachant que 24 outrages, ça lui fait minimum 300 € par outrage reconnu en indemnité qui lui sont versés. Donc c'est un super complément de ses rémunérations, en fait. Donc ça, il faut voir aussi tout ça, et il n'y a absolument pas d'enquête qui détermine si l'outrage est caractérisé. Enfin, il n'y a pas d'enquête contradictoire sur l'outrage, d'enquête interne, je veux dire, jamais. Et il y a certains corps de police à Rennes, il y a un nombre incalculable d'outrages et rébellions qui ont été prononcés par les policiers de Rennes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que certains cabinets spécialisés d'avocats ne font que ça, en fait. Défendre la police, c'est leur seul revenu, en fait. Et dans les villes où il y a un cabinet qui s'est spécialisé là-dedans, souvent, ce cabinet-là, il va inciter les policiers à multiplier les plaintes en outrage et rébellion. Et donc ça, il y a vraiment quelque chose à dire. C'est très très difficile de démonter la version policière. C'est encore la question de l'impunité policière, très difficile de contredire une version policière. C'est basé sur des déclarations, on part du principe que le policier a forcément raison, en fait. Voilà. Et du coup, sur les pressions psychologiques qui sont subies en interne, etc., je sais pas, il faudrait poser la question à ceux qui sont stationnés jour et nuit à l'entrée du Faubourg du Temple. Ils répondront sûrement mieux à la question que moi sur ce qui se passe en interne à la police. Je sais pas si les gens avaient encore envie de... Oui, je voulais simplement demander que les tribunaux prennent toujours pour argent comptant les déclarations des policiers contre celles de leurs victimes. Y a-t-il des exceptions, y a-t-il des tribunaux en France qui sont un peu plus intègres dans leur comportement? Et deuxième question, l'utilisation des vidéos montrant les violences policières peut-elle changer la donne? Concrètement, la plupart des affaires où les policiers ont été condamnés, c'était sur la base de vidéos de témoins. Quand il n'y a pas les vidéos, il n'y a pas de condamnation des policiers, généralement. Et ça, c'est vrai que les vidéos sont généralement... Alors que censément, les images sont en justice pas censées avoir autant de poids, mais aujourd'hui, elles ont pris un poids primordial, en fait, dans la condamnation. Quand il y a un témoin qui a filmé du balcon une violence policière, ça a incomparablement plus de poids que n'importe quoi d'autre, en fait. Concrètement, il peut y avoir 15 témoins qui disent qu'ils ont vu des violences policières. S'il y en a un seul qui l'a filmé, il aura beaucoup plus de poids que les 14 autres, en fait. Et vraiment, les condamnations qui ont eu lieu contre des policiers sont presque toutes basées sur des vidéos, des enregistrements vidéo, des photos, voilà. J'entends. Le faux filmé, il peut aussi faire condamner des gens qui participent à des manifestations. Donc le faux filmé, je dirais pas qu'il est aussi catégorique. Faux filmé avec attention et précaution. Parce que là, je vois des gens avec des périscopes qui se baladent partout. Enfin, des fois, je trouve que c'est un peu limite quand même, ce truc de mettre des périscopes partout. Enfin, quand des gens vont être filmés dans n'importe quelle circonstance en train de faire un tag ou je sais pas quoi, ça fait aussi condamner des gens, en fait. Donc, pas que des policiers. Il faut être un peu précautionneux, mais c'est clair qu'une interpellation violente, violence policière, dans un certain nombre de cas, c'est quand même déterminant. Mais il faut quand même se poser la question de la diffusion de l'image qui peut aussi porter préjudice à la personne qui n'a pas forcément choisi de se retrouver sur Internet, même si elle a été violentée par la police, en fait, parce qu'elle veut peut-être pas que tout son entourage la voit en train de s'être malmenée par la police. Surtout que derrière, il y a aussi tout
tout un traitement médiatique qui souvent donne un crédit à la police et à l'intervention policière. C'est que si une personne a été violentée par la police, c'est qu'elle était là où il fallait pas être. Et donc faut faire attention à ça, ça peut très vite porter préjudice à une personne aussi. Donc être un peu prudent aussi, éventuellement flouter les gens, flouter la victime, montrer la violence, mais flouter la victime en fait. Moi, je vois par exemple l'autre jour, je soignais quelqu'un qui avait reçu un tir de grenade à la jambe, et un journaliste qui arrive et qui prend tout de suite une grosse photo à bout portant. Enfin, même en termes humains, je trouve ça d'une indécence incroyable de même pas avoir demandé à la personne si elle voulait bien être prise en photo. Nous, on prend des photos des blessures de près, après avoir demandé à la personne, etc., sur la base du consentement. Mais prendre des photos comme ça à tout va et juger qu'on est dans la légitimité, qu'on est en train de faire justice, enfin, c'est beaucoup d'ego, beaucoup de... Enfin, moi, je trouve ça un peu... Je trouve qu'on a un peu trop tendance à prendre des initiatives personnelles ces temps-ci sur la base des images et tout ça. Voilà. De quoi? Alors justement par rapport à ça, au niveau dissuasif, on pourrait peut-être conseiller aux gens, même s'ils ne filment pas, de simplement sortir leur appareil parce qu'on se rend compte que le retour que ça a au niveau du comportement des forces de l'ordre, rien que le fait de... Mais ils savent pas s'ils sont filmés ou pas, donc tu sors ton truc, tu le... Voilà, tu sors... Ils te l'arrachent? Non, ils le font plus ça, ils l'arrachent plus maintenant, il y en a beaucoup trop. Ça c'est une... voilà, on pourrait peut-être leur proposer, même s'ils ne filment pas, de simplement sortir leur appareil, c'est dissuasif pour les violences policières. Et le casque, ils arrachent le casque. C'est vrai qu'il y a pas mal d'appareils photo qui ont giclé par des coups de matraque ces dernières semaines. Mais juste pour le dire, soyez avertis que ça peut aussi finir avec une fracture du poignet. Donc faut le faire suffisamment loin pour être hors de portée d'un coup de matraque. Mais ça. Après, voilà, oui, avoir un appareil prêt. Maintenant, la plupart des gens ont un appareil qui s'appelle un smartphone, donc c'est plus commode pour avoir un appareil sous la main pour filmer au cas où, au besoin. Voilà. On va peut-être clore la discussion, du coup, parce que nous, ça fait un moment qu'on est là, c'est très intéressant, c'est chouette. Voilà. Merci à vous.